Congratulations! Oh, incroyable! Jelly fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi now! Rossi ready now! There is going to be a race direction event. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Et cette fois, vous pouvez le constater, j'ai branché mon micro, ça fonctionne. Donc, c'est pas la peine de me spammer. J'espère que ça va bien marcher cette fois et qu'on va m'entendre correctement. On va débriefer le Grand Prix d'Aragon, Moto 3, Moto 2, Moto GP. Et pour ce faire, je suis entouré de l'équipe des stagiaires. Comment va Maxime ? Salut mec, ça va bien et toi ? Eh ben écoute, ça va tranquille, je suis très content d'être là. Il y a plein de choses à dire sur ce Grand Prix. Et on n'est pas que tous les deux, on est avec l'ami Léo. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Bah, ça va tranquille. Est-ce que vous êtes ready à parler de ce circuit ? Je vais vous demander votre avis sur le circuit. J'espère que vous allez dire qu'il est pas bien parce que moi je peux pas le voir. Alors, commençons par ça, je vous en supplie. Il y a plein de gens, j'ai vu sur Twitter, qui, en tête Pierre qui roule, et plein de gens lui ont répondu, qui disaient qu'ils aimaient ce circuit. Vous en pensez quoi du circuit ? Moi j'aime pas le tracé. Par contre en revanche la régie ce week-end je trouvais qu'elle était pas trop mauvaise. Il y avait des images qui étaient plutôt sympas à des moments. Mais j'aime pas le tracé, je sais pas. Et toi Maxime ? Moi il me dérange pas plus que ça, il y a certaines parties que je trouve assez intéressantes. Le problème c'est comme chaque circuit qui est placé en plein milieu d'un désert, c'est compliqué pour faire la course généralement. Il y a toujours un week-end tous les 2-3 ans où, où c'est juste la galère et on l'a eu ce week-end. C'est plus ça qui m'a dérangé moi ce week-end, même si ça a rajouté un peu de piment, c'était pas... ça a donné un côté particulier au week-end quoi. Et c'est pas forcément grâce à la qualité du tracé. Moi je pense qu'il paye aussi le fait d'être certainement le pire tracé en Espagne. Et vu qu'il y en a beaucoup, on s'en plaint pas mal. En fait, il y a pas mal de mecs qui l'encensent, alors pas que sur les réseaux des randoms comme nous, mais des pilotes qui l'adorent. Le tracé, pourquoi pas, j'en sais rien. Moi, le dernier secteur, il me donne envie de gerber. Ouais, il y a un grand virage à gauche, super. Il y en a d'autres, quoi. Enfin, non, mais je le trouve pas incroyable. Et moi, les circuits au milieu du désert, ça m'emmerde. C'est pas beau. Il y a du dénivelé, ok. Mais il y a de la poussière sur le circuit, c'est une catastrophe. Je sais pas, vous avez vu, donc on va reparler de Bagnaia qui s'en est plein, mais la photo du safety car qui part 5 minutes avant le départ de la sprint, et en fait il laisse 2 traces de roues comme s'il roulait sur la neige, le frérot quoi. Moi j'ai vu la Honda de Marini où ils ont fait un post sur Twitter où elle était dégueulasse la moto. Il y a que toi qui l'as vu la Honda de Marini ce week-end. Hein. Ouais mais elle était à l'arrêt dans le box. Ah ok, c'est pour ça. Avant de parler des grands prix, des courses qu'on a eu ce week-end à Aragon, parlons un petit peu de news parce qu'il s'est passé pas mal de choses depuis le dernier Grand Prix, et notamment l'annonce de Takaki Nakagami qui a révélé qu'il ne serait pas pilote titulaire en MotoGP l'année prochaine. Il va devenir pilote test Honda pour l'équipe du HRC. Il a dit qu'il avait pris sa décision lui-même quand il avait reçu l'offre d'Honda. Donc vraisemblablement, Honda voulait prolonger avec Nakagami, mais lui a préféré prendre du recul et devenir pilote d'essai. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix, que ce soit du côté du pilote ou du team, Léo ? Moi je pense qu'il a peut-être envie d'arrêter de voyager dans tout le monde, se rapprocher de sa famille. Je crois qu'il avait envie de faire les 8 heures Suzuka s'il les a pas déjà faites. Je pense que ce poste-là, ça lui offrira plus de flexibilité personnellement parlant. Puis on arrive à la fin d'un cycle, hein, il a touché un petit peu les podiums à un moment. Là maintenant il s'en éloigne, même s'il reste le meilleur pilote Honda, on en parlera peut-être après. Mais oui, je pense que c'était le bon moment pour lui d'arrêter. Maxime ? Ouais, je suis plutôt d'accord, c'est un peu la même chose qu'Espargaro. À un moment donné, les mecs, ça fait un moment qu'ils sont là, envie de prendre du recul. À quoi bon continuer à se battre 20 week-ends par an, voire plus avec les tests sur une moto qui promet pas grand-chose et qui mettra sûrement du temps à revenir au top du top, en sachant que c'est pas un pilote qu'il a été souvent, même quand la moto fonctionnait bien. Donc compréhensible, voilà, un peu relâcher la pression, en sachant qu'il doit sûrement aussi subir un peu tous les messages, toutes les critiques qu'il reçoit depuis un moment. Je pense qu'il n'est pas sourd non plus, hein, il n'est pas totalement imperméable à ça. Donc même, comme Léo le disait, même si c'est le meilleur cette année, c'est assez logique. Surtout qu'en plus, on les voit venir d'ici, les messages sur son renouvellement, s'il avait encore renouvelé, je pense qu'il doit aussi pouvoir le craindre. Donc c'est un global qui fait que c'est une fin logique.
Je suis d'accord avec vous du coup sur la partie pilote, je vais pas me répéter. Par contre, sur la partie team, je trouve que ça a été pas mal critiqué, mais je trouve que c'est pas si con d'avoir ce mec en pilote d'essai pour deux raisons. La première, c'est que c'est peut-être lui qui connaît la moto depuis le plus longtemps. Il est là depuis 7 saisons, donc lui il sait d'où vient la moto et il a un vrai recul sur ce qu'elle vaut et ce qu'elle valait. Et surtout, le pilote d'essai actuellement c'est Stéphane Bradl. Et je suis pas désolé de le dire, mais Nakagami va beaucoup plus vite que Stéphane Bradl. Et pour faire avancer une moto, pour faire progresser une moto, il faut un pilote d'essai qui est capable d'aller l'emmener en contrainte. Ce que vraisemblablement ne peut pas faire Stéphane Bradl ou pas assez. Donc avoir un mec qui va aujourd'hui assez vite sur la moto, on peut dire ce qu'on veut quand même, on l'a beaucoup critiqué et a raison. Je trouve que c'est pas un choix déconnant, surtout que leur duo de pilote d'essai, ça va être Aleix Espargaro et Nakagami. Donc là, je trouve que c'est des choix très cohérents de la part d'Honda. Vas-y, Maxime. Ouais, je pense que c'est cohérent, c'est bien, ils avancent dans le bon sens. On voit que Bradl, au final, en termes de développement, peut-être qu'il arrive à ses limites. Parce que on le voit sur la piste, la moto est pas très bonne. Après, est-ce qu'ils le prennent en compte, ses retours techniques, etc. Bon, ça, on n'en sait rien. Mais du coup, ils vont faire une équipe avec un gars qui était là sur la moto depuis 7 ans et un mec qui arrive avec un œil extérieur d'une moto qui fonctionne plutôt pas mal quand même, en tout cas qui a des gros points positifs. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Ça permettra sûrement aussi de décharger un peu les pilotes qui sont en tant que titulaires 20 week-ends par saison. C'est cool parce que je pense qu'on les charge assez en ce moment du fait qu'aussi on ne puisse pas se reposer sur l'équipe de test parce qu'il n'y a qu'un gars, c'est Bradl ou peut-être d'autres, je suis pas vraiment au courant. Mais en tout cas, c'est peut-être Bradl qui doit faire l'essentiel du travail et je pense que c'est pas suffisant. Donc ça permettra peut-être de répartir différemment le travail à l'intérieur de l'équipe et de la faire beaucoup mieux avancer. En sachant que si je dis pas de bêtises, l'année prochaine Zarco pourra plus tester. J'ai vu passer quelque chose comme ça. Je sais pas si t'as vu. Je pense pas parce qu'il a un contrat HRC, donc je pense qu'il aura quand même les nouvelles pièces. Alors je vais pas m'avancer, mais il me semble avoir vu passer un truc comme ça. On regardera ça. Léo, vas-y, je t'écoute. Moi je me pose la question s'il sera vraiment bon en tant que pilote test, parce que alors au final oui c'est bien de garder quelqu'un qui connaît la moto et qui connaît quand elle a été compétitive. En revanche, certes, il n'a pas un rôle focus sur ça aujourd'hui, mais il n'a pas l'air d'apporter vraiment beaucoup à la moto pour la remettre sur le droit chemin non plus. Donc à ce niveau-là, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment un pilote qui est fait pour développer une moto? Je pense que c'est un poste intéressant pour lui, mais je ne sais pas s'il va réussir à bien faire son job. À suivre donc, mais intéressant. Pour remplacer l'ami japonais, on va chercher un Thaïlandais, actuellement pilote Moto 2, à savoir Somkiat Chantra. Je sais pas trop quoi penser de ce choix. C'était un peu un secret de Polichinelle dans la mesure où Ayogura est parti chez Aprilia et que Honda, avec le sponsor Idemitsu, veut absolument un pilote asiatique, si pas japonais. Franchement, je sais pas quoi penser de ce choix. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Maxime? Je suis un peu pareil que toi, je suis assez dubitatif. C'est un gars qui a jamais été vraiment un top pilote en Moto 2, qui arrive sur une moto qui est pas du tout au top du plateau. Alors peut-être que ça fera un déclic, c'est possible. Peut-être qu'il se sentira beaucoup plus à l'aise dans une catégorie au-dessus et que ça lui permettra de passer un step sur sa perfo. Mais pour moi, c'est que du spéculatif. Je sais pas trop sur quoi me baser. Il n'y a jamais vraiment eu de résultat. Jamais très régulier non plus. Donc c'est assez flou. C'est assez flou et c'est compliqué de se projeter. Pour moi, en tout cas, c'est pas. On le remplace pas par du mieux. C'est Non. potentiellement mieux, mais pour moi, pour l'instant, c'est moins bien presque. Parce que tu perds de l'expérience, pardon. Tu perds de l'expérience et c'est un peu un pari en fait. Léo, qu'est-ce que t'en penses, toi, de l'arrivée de Chantra en moto Au GP? final, il y avait vraiment personne à cause des contrats hormis lui. Mais au final, je vais pas paraphraser ce que j'ai dit sur Twitter, mais tu reprends Nakagami à l'époque où tu l'as pris sur l'Aidemitsu. C'est le même profil, ils ont quelques victoires chacun, jamais de régularité, jamais dangereux pour le championnat Moto 2. Au final, je suis pas sûr que ça soit flamboyant. Par contre, je trouve que pour lui, c'est bien dans le sens où ça se trouve en 2027, la Honda c'est une fusée et il se retrouve avec une des meilleures motos potentiellement pour aller jouer des victoires. Parce qu'on sait jamais, un Chantra sur un week-end, il peut être intouchable. Un peu comme un Vietti sur un week-end où tu as un truc qui t'est bloqué, il est trop fort. Ouais,
Clairement. Après, malheureusement, Honda se tire des balles dans les pieds seul en s'obligeant à aller chercher des pilotes asiatiques. Et quand on sait que le vivier il est très mauvais en ce moment, ça fait longtemps que ça dure que le vivier n'est pas bon. Ayogura, c'est le premier pilote depuis assez longtemps à tenir la route. Sérieusement, parce que je ne considère pas que Nakagami c'est un pilote qui tenait la route. Comme tu dis, quand ils l'ont pris en 2018, c'était pas incroyable. Je pense qu'avant Ayogura, il faut aller chercher Hiroshi Aoyama pour avoir un japonais très sérieux, quoi. Donc il se tire des balles dans le pied tout seul là, pour le coup. J'en demanderai pas de ça. On est venu me dire oui, mais c'est le sponsor qui choisit. Ouais, bah quand c'est le sponsor qui choisit à ta place, déjà il y a un problème, à mon avis. Le sponsor il est là pour mettre son nom sur la moto, pas pour choisir pas pour prendre des décisions de team, quoi. Ouais, surtout que Vas-y, on n'a pas forcément besoin d'argent, quoi. C'est ce Tu que parles j'allais de dire. sponsor quand t'as besoin d'argent, en fait. Mais Pour je moi, suis pas c'est le certain. team Et qui a puis le moins surtout que- besoin d'argent, hein. Donc bon, je sais pas. Après, c'est dans leur culture, hein. Attention, hein. Culture qu'a pas forcément Yamaha, mais bon, ça a toujours été comme ça. On a bien assez parlé de l'ami thaïlandais avec son sourire. Par contre, il va faire kiffer à voir parce qu'il a l'air d'être archi sympa. Pour le coup, il renvoie une super énergie et ça, c'est très cool. Dernière news, avant-dernière news dont on va parler, mais dernière news pilote, c'est la signature, ça a été annoncé aujourd'hui mardi, de David Alonso en Moto 2. Oh là là, qu'est-ce qu'on est choqué, je l'avais pas du tout vu venir avec le potentiel et la vitesse qui monte, c'est assez étonnant. Qu'est-ce que t'en penses, Léo? Le Colombien que par la nationalité affichée sur le site MotoGP mérite amplement sa place. Vous partagerez peut-être pas mon avis, hein, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est limite, hein, ces résultats. Très, très moyen ce week-end, seulement 4ème en Moto 3. Bref. Non, mais en vrai, ça étonne personne qui monte chez Aspar. Et bah, on va voir ce qu'il donnera. J'en discutais avec pas mal de personnes. La Moto 2, ça peut être quitte ou double. T'en as qui ont performé alors qu'on les attendait pas forcément. Et t'en as d'autres qui étaient vraiment attendus et qui ont jamais réussi à confirmer. Donc je pense que c'est là où on verra si c'est le très grand champion ou le mec qui est très rapide en Moto 3 et qui peut potentiellement tout perdre en Moto 2. Maxime, je t'écoute. Je suis complètement d'accord avec Léo. C'est bien pour Aspar qu'ils aient réussi à le conserver, surtout, qu'ils ne soient pas partis ailleurs. Parce qu'ils ne devaient pas avoir que leur offre à eux. Ils restent dans un endroit qu'ils connaissent, une équipe qu'ils connaît, donc hâte de voir l'année prochaine ce que ça donnera. Ouais, très clairement, je suis assez pressé à voir. En fait, il y a deux chemins qui s'offrent à lui, la trace Binder-Mir ou la trace Dalla Porta Kent Guevara. Donc à voir le côté qu'il va choisir. Mais pour le coup, je serais vraiment étonné qu'il se soit un bust. Après, vu la saison qu'avait fait Guevara quand il est titré et ce qu'il fait en Moto 2, tout est possible, hein. Mais il n'était pas aussi fort quand même, j'ai l'impression. Après, c'est difficile à comparer. Ça, son rookie, il est face à Acosta et Non, j'ai non. regardé il y a pas longtemps. Elle est très raisonnable, hein. Ouais, pour Non, une bien rookie, c'est un sûr, rookie. je veux pas dire, mais je sais pas, ça fait longtemps que je j'ai pas le souvenir d'un mec en Moto 3 qui écrase comme ça la concurrence sur aussi longtemps en fait. Pour moi, le dernier c'est. Je me rappelle pas très bien de la Porta de Kent, c'était juste Ah, t'as eu c'était Mir. aussi dominant. Mais ouais, Mir Binder surtout, putain, Binder c'était fort, hein. Les deux là, c'était quelque chose, mais surtout Mir. Je crois que c'est Marquez qui disait ce week-end, il a roulé au circuit à sport avec Alonso et Quiles et il disait que les deux, c'est une dinguerie. Il a très rarement vu ça, même sur ceux qui roulent en MotoGP, quoi. Qui apprennent aussi vite parce qu'ils roulent pas forcément avec des motos type Moto 3, quoi. Il était impressionné. J'en doute pas, et je suis pressé de voir l'un en Moto 2 et l'autre en Moto 3, mais on en reparlera. Dernière news, c'est l'annonce du retour du circuit de Brno en République tchèque au calendrier en 2025, vraisemblablement aux dépens du circuit de Portimao. Qu'est-ce qu'on en pense très rapidement? Vous avez le droit de me dire que vous n'avez pas d'avis, que vous vous en foutez complètement. Maxime, je t'écoute. Bon, ça m'est un peu égal. Dommage qu'on perde Portimao, parce que c'est toujours un week-end sympa, qui offre toujours des images très sympas aussi. Un peu moins pour sa sécurité. Et puis Brno, bah, c'est toujours cool, c'est toujours des bons souvenirs en plus. C'est un très bon circuit. Donc bon, hâte qu'on y revienne, et ben, très dommage pour Portimao. Ouais, de toute façon, tout le monde est déçu, hein, pour Portimao. Je pense que c'est un des rares circuits qui faisait l'unanimité, tant auprès des fans que des pilotes. Donc là-dessus, on est déçu. Brno, c'est très cool, hein, c'est quand même un des circuits historiques, un des circuits mythiques du calendrier. Donc c'est cool qu'ils reviennent. J'espère qu'ils l'ont resurfacé parce que
on a arrêté d'y aller parce que c'était un circuit de motocross. C'était impossible de rouler dessus. Donc j'espère quand même. Léo, un avis là-dessus? Moi, je vais pas vous paraphraser, hein. Je suis content qu'ils reviennent. En revanche, si c'est pour prendre la place de Portimao, un petit peu déçu sur ce niveau-là. Je dis pas que Brno est moins bien que Portimao ou quoi que ce soit, ou inversement. Mais ça me ferait un peu chier si Portimao quittait le championnat. C'est Alex qui disait que Portimao, ils avaient peut-être des... Je sais plus si c'est Alex, qu'ils avaient des soucis de... Peut-être pour financer aussi. Ouais, Que le circuit n'était apparemment, pas très riche. il faudrait un soutien du gouvernement portugais, c'est pas possible. Ah, c'est le Ouais, c'est un peu Portugal, comme ils la avaient France, déjà quoi. perdu Estoril à l'époque à cause de la finance, hein. Du budget. Ah, Kestoril, c'est incroyable comme ça. Ouais. Messieurs, c'est assez pour les news. On a fait beaucoup plus longtemps que prévu, donc je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la course du week-end en Moto 3. C'est parti. Moto 3 donc sur ce circuit d'Aragon. J'ai pas noté qui avait fait la pole. Est-ce que quelqu'un l'a en tête? Alonso? Alonso, Et oui, David Alonso du coup qui va dominer le week-end comme à son habitude, mais ça vous êtes habitués. Sauf qu'en course, ça va pas se passer comme il avait prévu, et ça contrairement à votre habitude, il va partir devant, sauf que le circuit, les conditions sont très complexes, très glissants avec beaucoup de consommation de pneus, et il va se faire de manière assez inattendue récupérer et doubler. Il va même pas réussir à terminer sur le podium, c'est l'ami José Rueda qui va l'emporter. Léo, rassis-toi s'il te plaît, t'es pas obligé. Léo, il se met, dès que je dis Rueda, il se met debout comme ça. Hop là, incroyable. Remets ton pantalon, Deux- remets ton pantalon. Oh là. Deuxième devant, il termine devant Colin Veijard, deuxième, et Luca Lunetta, troisième. C'était les 4 pilotes qui étaient au-dessus du lot dimanche. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord tous les 3. Léo, je t'en prie, je suis obligé de te donner la main sur la première victoire de José Antonio Rueda, qui est, on peut le dire, ton pilote préféré aujourd'hui du championnat. clairement. Parle-nous-en. Enfin, moi j'arrête pas de le call depuis le début de la saison. Là, ça y est, il a débloqué le compteur. Ah, il a eu une saison très compliquée. Les tests pré-saison, bon, c'est souvent un élément à prendre en considération, mais pas trop non plus, hein. Bisous Vignales. Il était extrêmement rapide, même sur les longs relais, donc ça pouvait appréhender du très bon pour lui. Sauf que il a un début de saison cata avec une chute au Qatar. Derrière, il a une maladie, c'est même pas une blessure de sa faute, il a une maladie qui lui fait louper, je crois, 4 meetings. Quand il revient, il est quand même pas au top de sa forme. Et je pense que derrière, il y a peut-être un aspect mental aussi qui jouait au Sachsenring. Je pense qu'il peut jouer la victoire. Il a un problème mécanique. Enfin, c'est vraiment la saison des malchances. Aujourd'hui, enfin, ce week-end, c'était sa course elle est magique parce qu'il revient de très 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 loin avec un rythme à la fin qui est métronome. Personne pouvait le suivre. Sur les derniers tours, j'étais en sueur, je tremblais, j'en pouvais plus. Et quand il a passé la ligne, c'était un ouf de soulagement. Mais ça, je pense que je suis content pour lui. Puis comme tu l'as dit, c'est mon pilote préféré, donc forcément, il y a un affect différent. Je le suis depuis 6 ans, même avant qu'il monte en Moto 3. Donc t'as l'impression que c'est ton gosse que t'as fait monter, tout en haut. Toujours plus. Non, mais. Non, mais tu c'est ton sais que dingue. le petit pilote que tu as suivi depuis longtemps, là, tu as Ouais, parié c'est sur ton lui, dingue, il c'est est ça. arrivé en Moto 3 l'année dernière, tu te disais, là, bon, ça va être une année compliquée pour apprendre. Là, cette année, tu misais beaucoup, il a la saison des galères et enfin, il va décrocher la victoire, tu vois, il y a ce petit truc C'est en comme, plus. comme Maxime avec Kimi Antonelli en Formule 1 l'année prochaine. Ça va gagner. Ça a Bisous, bien la commencé sortie d'ailleurs, Monza. c'était magnifique. Ouais, C'était c'est incroyable. Incroyable. Petite question, j'ai pas lu Léo. Est-ce qu'il reste en Moto 3 l'année prochaine ou est-ce qu'il passe en Moto 2 ou est-ce qu'on sait pas? Il ne montera pas en Moto 2 de ce que j'ai lu. Maintenant, il me semble qu'il n'a pas encore signé en Moto 3. Mais ça fait aucun doute qu'il restera, sinon ça voudrait dire encore une place à combler. Et je pense que tous les teams, ils s'arracheraient un mec qui certainement l'année prochaine jouera le titre. Donc est-ce que ça sera encore avec KTM, sachant qu'il me semble que son coéquipier, lui, est déjà signé avec KTM l'année prochaine? Ou est-ce que ça sera un autre team, potentiellement MTL Metz, qui cherchera une autre tête d'affiche après Ortola? Je sais pas. À suivre donc l'ami José Rueda. Maxime, je voudrais t'entendre sur la course de David Alonso, du coup, qui était assez étrange par rapport à d'habitude. On a l'habitude de le voir dominer et mettre les autres à distance pour pas se faire attraper. Sauf que là, il a
vraisemblablement mal géré sa consommation de pneus, ou on suppose. Comment tu lis sa course, toi? Est-ce que c'est un coup d'arrêt pour lui, tu penses? Bah, c'est pas un coup d'arrêt en fait, c'est juste que bah, les conditions étaient compliquées à lire pour eux, en sachant qu'ils n'ont pas toujours roulé avec la piste au même moment. Là, ils ont repris la piste après comment on peut dire, le samedi soir, il y a eu orage encore, tempête, etc. Ce qu'ils ont Ouais. pu dire là. Et le problème, c'est que le dimanche, bah, il n'y a que le warm-up moto GP. Donc bah, ils sont arrivés un peu en plus avec des taches d'humidité encore sur la piste, donc elle était vraiment rien à voir avec ce qu'ils avaient pu connaître au préalable dans le week-end. Donc bah, c'était un peu à celui qui arrivera à s'adapter le mieux, à mieux lire la course, etc. Euh, Pas de chance pour lui. Je pense que c'est le quatrième quand même, donc il a pas mal géré. Il a moins bien géré que les trois devant lui en tout cas. Il a été capable de réussir un bon départ, de se sortir un peu des galères de derrière, donc de creuser très vite l'écart. Mais à partir de ce moment-là, je pense qu'il a un peu mal lu sa course, où il aurait peut-être dû temporiser un peu et pas les laisser revenir, mais peut-être gérer un écart un peu plus à une seconde et demie, alors que l'écart a grandi jusqu'à 2 secondes 5, 3 secondes peut-être à un moment donné. Et puis tout d'un coup, il y a eu un drop de pneus assez méchant. Mais pour sa défense, course très difficile à lire, hein. On a vu la même chose en Moto 2, même en Moto 3. Il y en a qui se sont lancés un peu à sa chasse un peu trop tôt et qui ont échoué aussi. Donc, dommage. Il aurait pu gérer différemment, mais enfin, il repart de là encore avec un gros paquet de points d'avance. Je m'en fais pas pour lui. Vas-y, Léo. Rueda, si je me trompe pas, c'est le seul qui part avec un pneu hard à l'arrière, ce qui peut expliquer que son rythme il soit constant tout au long de la course. Derrière, les pilotes qui avaient le soft, ils étaient vraiment en difficulté. Je crois qu'ils ont zoomé un moment sur le pneu arrière de Alonso. Il restait 6-7 tours et il était bien attaqué quoi, le truc déjà. Sur le flanc, il était pas joli, hein. Ouais, donc pas de coup d'arrêt pour Alonso, parce que comme tu l'as dit, il repart quand même avec des points. C'est pas comme s'il avait chuté, et puis il a une avance colossale au championnat, donc il perd un peu sur Veijer qui finit devant lui, mais en vrai, les deux autres sont pas dangereux pour le championnat, et donc, je pense que rien de méchant. Pour terminer, un petit mot sur Luca Lunetta qui termine 3ème, le rookie. On avait dit belle progression à partir du milieu de saison. Blessé sur la dernière course, il n'a pas pu venir. Et là, il termine sur le podium d'une course difficile dans des conditions complexes. Est-ce que c'est un crack un peu, Léo, qu'on n'a pas trop vu venir, ou ouais, est-ce que ça, on peut attendre de la régularité de sa part, ou c'est un coup d'éclat? Je saurais pas te dire honnêtement parce qu'en début de saison c'est vraiment le rookie auquel je m'attendais le moins. Pas le moins mais j'en attendais pas grand chose. Aujourd'hui, force est de constater que il est très souvent aux avant-postes, euh, au-dessus de ce qu'on pourrait attendre d'un rookie, peut-être. Enfin, de ce qu'on pourrait attendre d'un rookie, si tu compares avec les deux saisons dernières, tu as des monstres qui à chaque fois qui arrivent, donc c'est difficile à dire, mais ça reste quand même un rookie très honorable, qui bat très régulièrement Piqueras ces derniers temps. Donc moi j'espère pour lui que ça va continuer. En plus l'histoire elle est belle avec son numéro, c'est le papa de Simoncelli qui lui a demandé de le garder et tout ça. Donc je trouve l'histoire belle et si elle peut continuer, why not? Un mot rapide, Maxime, sur Luca Lunetta? Ouais, profil assez intéressant, courbe de progression aussi assez intéressante. On avait commencé à en discuter un peu à Barcelone, où c'était une piste qui était, enfin, ou un week-end en tout cas, qui était aussi compliqué pour la gestion des pneus, et où il avait su tirer son épingle du jeu en jouant avec ceux de devant, avec ce paramètre-là en compte. Aussi intéressant qu'il revienne de blessure et qu'il soit aussi vite devant sur un week-end si compliqué, pas trop d'appréhension. Il comprend bien comment ça se passe, il joue un peu à la bagarre avec Rueda, mais ils enclenchent tous les deux au même moment pour remonter. Enfin, en fait, il reste bien dans sa selle. Mais voilà, il s'est pas précipité, il n'a pas essayé de suivre forcément Veijer au moment où il est parti. Donc je pense qu'on peut dire que c'est une bonne lecture de course, en tout cas bon sang-froid aussi de sa part. Donc intéressant à suivre. Pas s'enflammer non plus, parce que y a pas de quoi, mais plutôt intéressant et surprenant. Le reste du classement, messieurs, je vais vous le donner rapidement. Si je ne l'ai pas perdu, non, je ne l'ai pas perdu. David Alonso donc termine 4ème, Joël Kelso 5, Furizato 6, David Munoz 7, Xabi Sorotuzza fait une belle 8ème place, Daniel Olgado 9ème et Matteo Bertel 10ème. Ivan Ortola va terminer quant à lui à la 12ème place. Au championnat, David Alonso est largement en tête, 75 points d'avance devant Colin Veijer. Ivan Ortola est 3ème, Daniel Olgado 4 et David Munoz 5ème.
est-ce que ça vous dit qu'on enchaîne avec le Moto 2 ? Carrément. Yes. Allez, c'est parti. Course Moto 2 donc sur ce circuit d'Aragon avec une pole de Jack Dixon. Incroyable. De toute façon, dès que c'est des conditions un peu particulières, c'est un mec qu'elle a. Ça, on peut pas lui enlever. Et une course qui va être très cool, je trouve, avec beaucoup de bagarres et une première partie de course où les pilotes vont être empaqués, vont pas mal se doubler. C'était super intéressant. Mais c'est à la fin l'ami Jack Dixon qui va réussir à s'envoler pour prendre le meilleur et l'emporter devant. J'ai fait n'importe quoi, j'ai pas changé. Arbolino. Alonso Lopez. Devant Tony Arbolino, Denis Onju, Alonso Lopez et Manuel Gonzalez. Messieurs, on va parler de Jack Dixon qui a fait un week-end grosso modo parfait, pole plus victoire. La question elle est simple, Maxime, je te la pose. Est-ce qu'il est dangereux pour le titre ? Ça sortira jamais de ma bouche. Même s'il est premier, je dirais toujours non. Il a 32 points de retard sur Sergio Garcia. Je peux pas l'imaginer, mais tout ce qu'on peut pas enlever, c'est que dernièrement, Kalex et WP ont fait du gros travail et reviennent fort devant. On les a vus tester WP avec Acosta pendant 2 week-ends. Alors je saurais plus te dire exactement où, je pense que c'est à Misano si je te dis pas de conneries, et je sais plus où après, je sais pas si c'est 2 week-ends à Misano d'ailleurs. Pardon ? Je crois que c'était le week-end, oui. Ouais. Donc ça fait du gros travail et ça revient fort devant pour les derniers week-ends, donc forcément ce sera un des mecs à prendre en compte parce que il roule avec des WP et un châssis Kalex. On a été habitué à le voir aussi souvent fulgurant pendant quelques week-ends et disparaître après. Donc c'est un peu comme Chantra. Je ne serais pas trop me prononcer, mais c'est possible. En fait, j'ai dit une bêtise, c'est Joe Roberts qui a 32 points. Lui, il a 43 points de Sergio Garcia. C'est pas beaucoup. Et il n'a pas marqué de points sur les 5 premières courses. C'est-à-dire qu'il marque des points depuis la Catalogne. Sauf que depuis la Catalogne, ça fait 7 courses. C'est 2 victoires, une 2e place et 2 3e places. Pardon. Donc il est sur une dynamique assez incroyable. Léo, qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce qu'il est dangereux pour le titre ? Bah, c'est justement sur ça que je voulais rebondir, c'est que la dynamique actuelle, elle est incroyable. Je pense qu'on l'a jamais vu dans une forme pareille, enfin du moins aussi longtemps. On a vu des fois des saisons où il faisait peut-être une victoire et un peu plus tard il allait faire un podium en se montrant peut-être pour la victoire. Là c'est assez régulier, assez constant depuis la Catalogne. J'aurais pas imaginé qu'il puisse jouer le titre, surtout après ce qu'il a eu en début de saison. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'on doit le considérer comme tel. Surtout que devant, ça commence à bloquer. Il n'y a personne qui a envie de scorer devant, on dirait. C'est ça. Ouais, on va en reparler de ça. Avant qu'on parle des mecs qui sont un peu ratés, un petit mot quand même sur Tony Arbolino qui va faire son premier podium de la saison. J'étais hyper étonné d'entendre cette stat, mais effectivement, c'est la première fois de la saison qu'il monte sur le podium. Sa saison, elle est ratée à Tony Arbolino, mais c'est une espèce de petite lueur parce qu'il a fait une belle course et il va prendre 20 points. Pas grand chose à dire. Limite content pour lui, même si c'est pas mon pilote préf. En fait, c'est vraiment une saison. Il est nulle part toute la saison. Ce qui est plus étonnant, par exemple, que Dixon qui perf, tu vois. Moi, je trouve ça plus logique que Arbolino perf parce que ça a été souvent un gars quand même qui dernièrement a régulièrement joué les avant-postes. Donc c'est cool pour lui, à voir si ça dure dans la durée, parce que du coup pour le coup cette année c'était pas vraiment ça, mais ça revient petit à petit devant. Un petit mot Léo sur le 3e, mon pilote préféré, tout le monde le sait, Denis Onju, qui a fait une saison rookie compliquée comme tous les rookies, qui a eu du mal à se mettre en route, qui s'est blessé en plus, une blessure qui aurait pu mettre fin à sa saison, mais il revient. Et là, il craque une 3e place dans des conditions complexes. Alors, je crois que c'est Antoine Arlot ou Louis Rossi, je ne sais plus lequel des deux, l'a très bien expliqué. C'est des conditions qui sont faites pour Denis Onju. C'est-à-dire qu'un circuit où il n'y a pas de grippe, il y a de la poussière, les pneus se détruisent et tout, lui, il s'entraîne sur des circuits qui sont pires. Il s'entraîne dans la terre. Sous la neige. Ouais, non, mais c'est un truc de fou. Il s'entraîne avec des motos démontées, sans carénage, avec Toprak qui lui fait les freins pendant que Kenan Soufouklou lui jette des pierres du côté de la piste. Donc vraiment, là, pour lui, c'est fait pour lui. Donc tant mieux, il a su en profiter, mais
Ça fait quand même plaisir de le voir là, on est d'accord. De toute façon, on a senti qu'il était en forme, parce qu'il a commencé par lâcher des doigts d'honneur à tout le monde en séance d'essai et tout, donc on s'est dit il va faire un bon week-end. Bah, dès le Vas-y. Mugello, il a commencé à être pas trop mauvais, à comprendre un petit peu le fonctionnement de la moto, puis après il s'est blessé. Comme tu as dit, ça aurait pu mettre fin à sa saison. Donc c'est quand même que le retour devait pas être facile non plus. Il fait quand même un bon week-end au Red Bull Ring et il confirme carrément ce week-end. Il fait une montée en puissance comme Sergio Garcia l'année dernière. Et il fait exactement ce qu'on attend d'un rookie Moto 2 parce qu'on sait que l'adaptation est compliquée. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner à Misano. Ouais, j'ai fait le parallèle comme toi avec la saison de Sergio Garcia l'année dernière, où il a mis du temps à se mettre en route, mais il était très fort en fin de saison. Donc on espère pour lui qu'il va réussir la même chose et surtout une deuxième saison comme est en train de faire celle de Garcia. Ah, toi, t'espères pas? En vrai, alors, comment expliquer? J'aime pas vraiment, pas du tout le personnage, ça c'est un secret pour personne. Par contre, j'adore le détester en guillemets. Genre, Il y a je besoin trouve de gars que comme ça. c'est un antagoniste parfait. Ouais, Ouais, il y a ouais. besoin de mecs comme ça, tu vois. Et je suis désolé, mais sur la piste, il est archi impressionnant. Et moi, j'ai une image en tête de lui qui est l'année dernière en Moto 3 à Catalunya. Ils rentrent dans le dernier tour, ils sont 15 ou dans le premier groupe. Vous vous rappelez? Et dans le virage 10, là, Les qu'est-ce qu'il va freins de faire? débile. Mais qu'est-ce qu'il tente, tu vois? Genre, le mec, ils sont tous, ils ferment la porte et tout, et lui, il va freiner. Non, mais c'est n'importe quoi. Ça se Et voit moi, qu'ils font ça tous les week-ends, qu'ils passent leur temps à se rentrer dedans, Mais oui, à se faire des freins de lui, c'est débile. normal, en fait. Mais oui. Lui, c'est ça, tu vois. Donc, en fait, moi, j'adore ça, tu vois, j'adore. Moi, j'aime pas, voilà, je trouve qu'il a le melon, etc. Et ça m'agace. Mais en tout cas, j'aime bien ce Qu'est-ce qu'on qu'il a dégage besoin sur de la ça? piste. On a besoin de ça dans les Et je te championnats. dis- Je te dis, pour moi, c'est un super antagoniste. Ça, Bien voilà. sûr. Mais effectivement, je l'apprécie pas trop. Un mot, messieurs, sur les mecs qui ont raté leur week-end, c'est-à-dire les possesseurs de Boscosco. Qu'est-ce qui se passe? On a fait des épisodes où, avec des tunnels entiers de conversation, où on disait que les Boscosco étaient incroyables et qu'elles défonçaient les Calex. Et on a l'impression que depuis 3 week-ends, depuis Silverstone, que c'est terminé, c'est beaucoup plus compliqué pour les Boscosco. Sergio Garcia va être absent tout le week-end, on va apprendre plus tard qu'il s'est blessé et qu'il n'était pas au top physiquement. Pardon. Ayogura va être mid, va sauver les meubles, mais rien de plus. Pour de blessures. Alonso Lopez, un peu mieux, moyen, mais c'est quand même pas la folie. Et je vous en supplie, dites pas un mot sur Fermin Aldeguer, je m'en occupe juste après. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maxime, t'en as parlé tout à l'heure qu'Alex, ils ont beaucoup testé, notamment les possesseurs de WP. Est-ce que ça vient de là ou est-ce que c'est les pilotes qui sont pas dedans? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça vient forcément de là. Parce que sur le panel de pilotes qu'a Boscosco, il y en aurait forcément un qui serait devant. Enfin, Lopez l'a fait, hein, mais lui c'est normal parce que quand les autres performent pas, lui performe, et quand les autres performent, lui il est pas là. Donc ça c'est plutôt normal. Mais je sais pas trop. T'as un gars qui revient de blessure, c'est Ogura. T'as Garcia qui a eu un accident domestique apparemment, qui a pas pu finir la course parce qu'il avait trop mal. Et Aldeguer qui fait du Aldeguer. Pour le coup, on n'est pas vraiment étonné. Donc, pas tirer trop de conclusions hâtives. Attendre peut-être que tout se renivelle parce qu'ils ont quand même que 4 pilotes. Hein. C'est compliqué d'avoir un échantillon vraiment représentatif, surtout dans ces conditions-là. Mais attention, parce que ces gars-là sont censés jouer le championnat. Donc, attention à ne pas le laisser s'échapper. Pardon. À suivre. Mais c'est intéressant en tout cas, parce que je trouve que ce championnat cette année est très 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 intéressant. On a un panel de gars qui peut jouer le championnat. C'est super intéressant à suivre. Le championnat Moto 2 il est incroyable cette année. Léo, je t'écoute sur la forme des Boscosco. Qu'est-ce que tu penses qu'il peut se passer pour que ce soit si difficile? Pour moi, il y a clairement corrélation avec les tests et les suspensions WP. Et on voit clairement les machines qui sont équipées, les Calex qui sont équipées par ces nouvelles pièces se jouent devant, alors que les machines qui n'en ont pas galèrent encore et sont toujours derrière ces Boscosco. Même si je pense que les Boscosco ce week-end elles pouvaient y être. Celui que tu as censuré, s'il fait pas l'attentat, il était pas mauvais. Lopez, il est pas si loin. Ogura il fait P8 en revenant de blessure. T'as juste Garcia au final qui se trouve complètement tout le week-end. Mais je pense que les Boscosco ils y étaient toujours. Hein. Ouais, Alors, Garcia il finit je pas suis la course parce qu'il a mal, je crois. Hein.
Ouais, mais il est 20ème et quelque chose. Il est 25 bah, avec c'est un que double long physiquement, lave, c'est je crois. un un truc truc comme Peut-être ça. sa blessure, ouais. Le truc, c'est que moi, je voulais qu'on appuie là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est la dynamique, en fait. Ouais. Parce que à Spielberg, c'était pas fou. Parce qu'à Silverstone, c'était pas fou non plus, quoi. On a l'impression que les 4 motos dominent complètement le début de saison, avec juste Canet qui arrive à en prendre une quelque part. Et là, ça fait 3 courses qu'elles n'en prennent plus. Attention quand même, Ogura, Silverstone et Red Bull Ring, je crois que c'est très fort quand même. Alors Silverstone, il a une extinction des feux pendant la course. Il domine complètement le week-end. Et la course, on sait pas ce qui se passe, sans doute un mauvais pneu. Et Red Bull Ring, on voit pas grand-chose, mais il se blesse tôt. Ouais. Pour moi, c'est pas forcément les Bosco-Scuro qui se font dépasser par les Kalex, même si Kalex a vachement réduit le gap. Je pense qu'il y a un gros passage à la vide des pilotes. Garcia, il rentre dans le dur. Ogura blessé, au final, il limite un peu la casse. Lopez, bah, les 2 derniers GP, c'est pas dégueulasse, hein. P2 à Spielberg, P4 ce week-end. Et l'autre, bah, c'est un abruti. Voldemort, on va l'appeler maintenant, on peut plus dire son nom. Alors, parlons-en de Fermin Aldeguer. Frérot, qu'est-ce que tu fais, sans déconner? Qu'est-ce que tu fais? Là, pour moi, c'est faute professionnelle. Là, pour le coup, Encore c'est une. 4. Non, mais c'est horrible ce qu'il fait là. C'est horrible. C'est sur qui? Attends, c'est sur Denis Ondiou. Et en plus, je pense qu'il il a- baisse la course avant de jouer. Hein. Ah ouais, je pense. Ouais, parce Alors, que derrière, je- ça crée un gap terrible. Mais je Ouais, crois qu'il perd et 1 il seconde 5. remonte. Hein. Et il remonte pas mal. Ah, il aurait pas gagné, mais peut-être qu'il peut faire 2. On sait jamais, hein, dans les aspirations, ouais, il peut peut-être les accrocher. Non, mais je dis pas gagner pense- parce que Dixon il en a sous la pédale encore à la fin. Mais Ouais, surtout que. Il aurait peut-être pu être dans le groupe. Ouais, c'est ça. Mais ah ouais, non, là, c'est un attentat. Et comme tu le dis, en plus, Léo, il avait l'air d'avoir du rythme parce qu'il était en feu depuis le début. Là, il lâchait des masterclass, c'était pas mal. Mais alors là, il a une panne de cerveau. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et moi, je suis désolé, on l'a dit la dernière fois, je reste sur ma position. Potentiellement, c'est un mec qui monte sur une MotoGP l'année prochaine et c'est une fusée. Vraiment, il a tellement ce profil. Il a vraiment ce profil. Mais alors, plus va, plus je me dis, putain, ça va quand même pas être facile. Hein, parce que un mec qui va vite et qui chute et tout, ouais, ok, on en a vu plein. Mais là, frère, là vraiment, il a eu une panne de cerveau. C'est le mot. Il arrive, ça n'existe pas ce qu'il tente. Vas-y, Max. Surtout que c'est un cercle vicieux dans lequel il s'est mis, hein, enfin dans lequel il s'est mis, dans lequel ils se sont tous mis. Parce que, en fait, t'as l'impression il a du mal à gérer ses week-ends parce qu'il a de la pression. Il arrive, il a même pas commencé la saison, il est déjà signé en MotoGP, donc il a forcément un statut à assumer. Et plus le temps passe, plus il va arriver en tant que illégitime. Et du coup, il se rajoutera encore plus de pression pour l'année prochaine qu'il suivra. Et j'ai peur que ça le suive vraiment et que ça lui pèse sur sa carrière. J'espère qu'il arrivera à mettre ça de côté. Ça se trouve, il fera une fin de saison de Tony Truant et on n'en parlera plus, tu vois. Mais c'est compliqué. Là, sa course est quand même... il fait ça au moment où tout le monde temporise. Tout le monde a bien compris que de toute façon, les pneus, ça allait être compliqué. Ils ont eu l'exemple avec la course d'avant. Tout le monde, sur ce tour-là, je crois que le premier, c'est Dixon. Et il perd 1 seconde par rapport à son tour d'avant. Donc on est vraiment sur un moment de temporisation. Et lui, il va tenter ça. Vu que ça freine devant, lui, il va pas se dire, on va gérer, on est tous là. On va aller jusqu'au bout. Faut voir il reste encore, je sais pas moi, il doit rester une dizaine de tours. Et il va se jeter à l'intérieur en arrivant d'hyper loin. Enfin, c'est difficilement compréhensible. Je suis d'accord. Léo, tu vas ajouter quelque chose ou je peux vous raconter ce qu'il reste de la course? bon, Alexandre, s'il avait été là, il aurait dit que c'était le show Aldeguer. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Du coup, pour le reste, Emmanuel Gonzalez va terminer 5ème, Chantra 6, Ramirez 7, Ogura, on l'a dit, 8ème, Binder 9 et Celestino Vietti 10ème. Très rapide, déçu de Diogo Moreira qui faisait un super week-end, un super début de course et qui est complètement s'est effondré loin. Et un Tour petit mot 10, aussi ouais. de Joe Roberts qui a pris un long lap et qui, en essayant de doubler son coéquipier, s'est sorti alors qu'il y avait des gros points à prendre sur ses rivaux au championnat. Donc là, pour le coup, assez rageant pour lui. Parce que personnellement, m'en fous. Garcia est donc premier au championnat, 12 points devant Yogura. Alonso Lopez est 3ème à 29 points. Joe Roberts 4ème à 32 et Jake Dixon 5ème à 43. Aldeguer 6ème à 50. Vietti à 60 et Manuel Gonzalez aussi à 60. Limite, jusqu'à Aldeguer, c'est pas mort, je trouve. Aldeguer, en vrai, son résultat plan ce week-end, il le tue pas parce qu'on sait qu'il peut faire une fin de saison monumentale et les rattraper.
Mais aujourd'hui, même si tu faisais P3, que tu prends les quelques points, tu remontes bien dans le classement et tu es presque à une course seulement de Garcia après ton début de saison kata, quoi. Il va s'en bouffer les couilles, comme on dirait mon daron. Les gars, on a fait le tour du Moto 2. Je vous propose qu'on enchaîne avec le plat de résistance. C'est parti tout de suite avec le Moto GP. Moto GP, donc je vous fais pas l'affront de vous demander qui a fait la pole, parce que là, cette fois, je m'en rappelle. Marc Marquez va écraser la concurrence comme on a rarement vu sur une course MotoGP, sur un week-end MotoGP dernièrement. Je dis rarement parce qu'on a vu ça il n'y a pas très longtemps quand même avec un Italien sur une moto rouge qui avait fait les mêmes. Mais pas de suspense, il va dominer toutes les séances d'essai, la qualif, la sprint, la course. Il va pas voir un dos Retzel du week-end. Et il va satelliser tout le monde. Il n'y a pas d'autres mots. Je me suis noté dans mes notes, juste Marquez est fort. Léo, je sais l'amour que tu as pour Marc Marquez. Comment tu as vécu ce week-end? Est-ce que tu étais enfin content de cette victoire après 1043 jours? Ou comme je l'ai vu certains, et ça je trouvais ça un peu étrange, un peu nul, peut-être qu'on viendra dire oui en fait il aurait dû déjà faire ça depuis longtemps, pourquoi on est content? Je vous jure, on a vu, non mais c'est un truc de ouf, hein. On en a vu des choses ce week-end, hein. Ouais. Ah ouais. Bon, les réseaux après ce week-end, j'ai l'impression qu'il y a vachement de personnes qui ont dit vachement de la merde, hein. Comme tout week-end, nous en tête, mais ce week-end on les a vus en plus. Et je pense qu'on sait tous ici de qui on parle. Je sais pas parler italien, je pourrais pas dire. Non, mais c'était la fin de week-end en apothéose. Victoire en sprint, victoire de Rueda, victoire de Marquez. Donc moi j'étais sur mon petit nuage. Après, oui. Victoire de Toulouse aussi ou pas? J'ai pas vu le résultat, gros. J'ai pas. Ce podcast va exploser si on parle de foot, je le dis direct. En revenant La à la photo des MotoGP. Non, mais c'était. Peut-être qu'on aurait pu attendre ça de lui plus tôt. Maintenant, quoi qu'on en dise, je pense qu'il y a réellement un gap GP24, GP23, même si la GP23 reste la deuxième meilleure moto du plateau, devant les Aprilia et tout ce que tu veux. Mais je pense qu'il y a quand même un gap qui fait qu'elle est pas facile, mais que c'est compliqué d'aller accrocher les motos de devant, surtout quand tu as Martin et Bagnaia dessus. Je pense qu'aujourd'hui, ce week-end, Aragon, il a aussi bénéficié du nouvel asphalte et du fait qu'il débranche tout et qu'il puisse s'adapter plus vite que les autres. Donc forcément ça l'a aidé. Maxime, un mot sur le week-end de Marquez. On a vu pourquoi c'est Marc Marquez, hein. C'est-à-dire que quand il y a des conditions difficiles de piste, on dit que c'est là où le niveau a tendance à s'égaliser pour tout le monde, où il n'y a plus de différence de perfo moto, où il y a plus de... Donc bon, c'est pas non plus la pluie, hein. On voit que les Aprilia, ça leur a coulé le week-end, carrément. Mais voilà, c'est pour ça qu'il est 8 fois champion du monde, c'est pour ça que c'est Marc Marquez, et c'est un week-end stratosphérique. Alors est-ce que du coup la différence GP23, GP24 l'a avantagé dans un autre sens? Ce week-end, je ne saurais pas dire. On a vu que pour son frère, ça a beaucoup mieux marché que d'habitude aussi, donc c'est pas négligé. Ils ont sûrement trouvé quelque chose de ce côté-là, dans cette équipe-là en tout cas. Surtout par rapport à la VR46. Peut-être qu'après c'est aussi de la manière dont ils s'entraînent et c'est un peu les jeunes, hein. Après la VR46 ce week-end il s'était trop occupé à touter. mais non, rien à dire de plus. Les résultats ont parlé pour lui, quoi. T'as dit un truc, Léo, que je trouve extrêmement juste. En fait, c'était une piste très difficile, avec peu d'adhérence. Et alors ça, j'ai toujours dans mon cerveau, ça fonctionne pas ça. Comment une piste peut avoir peu d'adhérence et détruire les pneus en même temps? J'arrive pas à comprendre. C'est le cas de Catalunya aussi. Bref. Mais c'était une piste très complexe, piégeuse, et on sait que dans ces conditions, là, j'ai pas le peur de le dire, dans ces conditions précises. T'as fait l'analogie avec la pluie, Maxime, et je trouve que c'est plutôt bien, parce que c'est une piste où tu peux pas sortir de la trage. Parce que dès que tu sortais de la trage, t'étais par terre. C'était écrit. Ouais. Et dans ces conditions... C'est Canet qui prend, je suis désolé de digresser, mais qui prend... Non, mais sur la trajectoire, c'est l'image parfaite.
Il sort à peine la trajectoire, il prend un vol monumental. Et dans ces conditions, même dans l'histoire, il a pas d'égal en fait. Genre, quand faut être un équilibriste, il y a personne d'autre qui est capable d'être à son niveau. Et là, je pense que même, vraiment, j'ai pas peur de le dire, peut-être pas une Honda ou une Yamaha, mais file-lui une KTM ou une Aprilia, c'est tarif pour tout le monde pareil, je suis sûr. C'est possible. Tu peux rien faire en fait. Juste, il a un. On sait que c'est un pilote qui pilote beaucoup sur l'avant, qui fait pivoter sa moto avec l'avant et tout. Et c'est pour ça que l'adaptation avec la Ducati, elle est pas si simple parce que c'est pas une moto qui se pilote sur l'avant, au contraire. Mais sauf qu'il a un tel feeling, un tel ressenti sur l'avant, sur la qualité d'adhérence de sa moto et tout, qu'il est capable de faire des choses. Là, franchement, il met 8 dixièmes à tout le monde en qualif. 8 dixièmes. Ça fait combien de C'est temps fou, qu'on n'a hein. pas vu ça? 2011. De fou. Voilà. Parce que on a fait l'analogie avec Bagnaia à Assen. Et elle est très correcte parce que Bagnaia à Assen domine de la même manière toutes les essais, les qualifs, la sprint et la course. Sauf qu'à Assen, Il a moins de il marge. Hein. gifle pas tout le monde comme ça. Ouais. Martin est là. Martin, il est en manque un tout petit peu pour être dans le dosseret de sel. Mais Martin, il prend pas une volée à Assen. Là, tout le monde prend une volée. Mais Et puis surtout qu'il c'est force pas, apparemment. Le pire, c'est que. Non. C'est ça le pire, c'est qu'il force pas. Mais de toute façon, quand tu dis qu'il est fort sous ces conditions-là, il y a qu'à voir au Japon, je crois que c'est 2023, 2022, je sais plus. Quand il pleut à torrent, là, et qu'il remonte avec la Honda, je crois que c'est l'année dernière, de toute façon. C'est honteux. Vas-y, Léo. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il colle 8 dixièmes à Martin. Et Martin, on sait que quand il débranche sur un tour, il débranche à fond, quitte à se mettre par terre. Mais c'est surtout qu'il va mettre 3 secondes et 3 secondes 5 au Aprilia. Il met 2 secondes 5 à Zarco, qui dans des conditions un peu limites, Zarco, on sait qu'il est Très très fort. bon, même si c'est une Honda. Donc à mettre en corrélation encore une fois. Mais c'est quand même très signifiant. Disons que pour moi, il a face à lui deux des mecs qui sont Bagnaia et Martin, qui ont des meilleures motos que lui, on l'a dit. La GP24 a un énorme gap sur la GP23 et qui sont peut-être dans la discussion des meilleurs mecs de l'histoire du samedi en qualif. Surtout Martin, encore plus que Bagnaia. Mais Bagnaia, c'est très très fort le samedi aussi. Et il leur colle 8 et 9 dixièmes. Excusez-moi. Avec une moto moins bonne. Non mais... Pour ponctuer juste, Martin se sort dans son tour de mise en place pour dire à quel point aussi la piste était compliquée et pour niveler, enfin pour j'ai jamais réussi à retrouver ce mot quand je le veux. Mais Pondérer. pour pondérer voilà tes propos. Donc déjà la piste est très compliquée. Martin sort sur son tour de mise en place sur son premier run en slick 9. Il tombe. Donc mais par contre du coup ça veut dire qu'il aurait potentiellement pu aller chercher avec plus de confiance sans sa chute etc. Peut-être réduire un poil le gap. Ouais, c'est ça. Peut-être que ce serait descendu à 5-6 dixièmes, tu vois. Mais ouais. S'il était vraiment pas à fond, moi je me demande qu'est-ce que ça aurait donné, parce qu'il colle 3 secondes en sprint, il colle 5 secondes 5 en course, sachant que sur les 2 derniers tours il relâche. Et puis Enfin, il colle 5 secondes 5 à Martin. à Martin. Mais où est le troisième? Oui, Il 15 16 secondes. secondes, Pedro Ouais, c'est Acosta. ça. Et comme tous les week-ends, Martin, c'est le meilleur derrière un autre. Mais c'est comme ça qu'on gagne des titres. Hein. Ouais, clairement. Mais là, c'est Marquez ce week-end, c'était intouchable sans être apparemment à 100%. Pour moi, moto égale, Martin prend 10 secondes. Je pense. Ou alors si Marquez force, ouais, à mon avis, il prend son tarif. Après, s'il force, peut-être qu'il tombe. Hein. Donc, Ouais, c'est ça le truc. Bref, en tout cas, voilà. Incroyable Marc Marquez. On a revu, on a eu un flashback de 2019 pour moi, ce week-end. Parlons de Francesco Bagnaia et de son week-end, du coup, complètement opposé à celui de Marc Marquez. Il va péniblement réussir à accrocher la 3e place. Départ catastrophique en sprint. Il va partir complètement au travers. Il va accuser la piste. Et pour le coup, je pense que déjà, il n'est pas du genre à chercher des excuses. Et en plus, ce qui va pointer du doigt est complètement légitime quand on voit l'état de la piste. Parce qu'en plus, tous les pilotes qui vont être en sprint de son côté de la piste vont faire un mauvais départ, alors qu'en course, il va refaire un mauvais départ. Mais par contre, pas les autres. Donc ça, c'est un peu plus étrange. En tout cas, sprint, il part très très mal. Et derrière, il n'a pas de rythme. Il se bat avec Fabio Quartararo. Belle bagarre d'ailleurs. C'est assez cata. Et en course du dimanche, départ horrible. Pareil. Sauf que là, il a du rythme. Et il remonte. Et il a même
beaucoup de rythme. Je trouve qu'il est assez à l'aise. Ce serait intéressant à regarder d'ailleurs. Faut regarder ça, l'ami Léo. Mais sauf que il va tomber sur Alex Marquez et on va pas vous décrire parce que vous l'avez vu si vous êtes là. Marquez se rate, il tente un dépassement à l'extérieur et ça touche. Messieurs, la question elle est simple. Et je vais commencer par y répondre moi-même. Qui est fautif dans cette histoire? Et moi je vous le dis, il y a beaucoup de gens ont accusé Alex Marquez. Des gens qui savent de quoi ils parlent sans doute, l'ami Moto Mindset sur Twitter qu'on salue, par exemple. Des pilotes, Jack Miller, Fabio Quartararo et tout, dit qu'ils avaient été pénalisés pour moins que ça. Écoute-moi bien, Calimero, raconte pas ta vie non plus, tu vois. Non mais c'est bon. Oui, moi, on parle pas de toi là, d'accord. Toi t'es tombé. Donc, directement que j'ai Alex Marquez. Moi, de là où je suis, de mon canapé, pour moi, il n'y a pas de giga fautif entre les deux. Mais si vraiment je devais donner une erreur à quelqu'un, ben, j'irais plus la donner à Bagnaia. Parce que, en fait, ce qui me dérange, on peut dire ce qu'on veut sur Alex Marquez, oui, il peut couper un peu et tout, sauf qu'à la vitesse où ça va, les gars, je pense que c'est pas facile d'aller prendre les freins, etc. Ça se passe en millisecondes, donc c'est compliqué. Le problème que j'ai avec Bagnaia sur cette action, c'est qu'il fait comme s'il était tout seul. Et le problème, c'est que. Alors, oui, il y a des gens qui disent ouais, Alex Marquez, il se rate. Non, mais d'accord, mais il se rate le virage d'avant, en fait. Le virage d'avant, il se rate. Sauf que le virage où ça touche, il est sur la trage, il est là, en fait. Il est moins vite que Bagnaia. C'est pour ça que Bagnaia tend des passements incroyables à l'extérieur. Si ça passe, c'est magnifique. Sauf qu'il va lui rabattre sur sa trajectoire comme s'il était tout seul. Il lui laisse vraiment aucune place. Et quand tu viens te jeter comme ça sur la trage d'un mec alors que t'as pas fini ton dépassement, mais c'est obligé que ça va toucher. Que ça tombe ou pas après, c'est une autre histoire. Mais pour moi, Bagnaia, vraiment, il a vraiment trop fait comme s'il était tout seul. Et c'est si je devais établir des responsabilités, pour moi il y a un 60-40 pour lui. Et je finirai en vous donnant la parole en disant que s'il y a un des deux qui pouvait éviter le contact, je pense que c'est plus lui, en donnant plus d'espace à Alex Marquez, tu vois, parce que il sait qu'il est là, alors que Marquez, lui, ok, il aurait pu freiner, je sais pas, mais en tout cas la trage, il peut pas être plus à l'intérieur, parce que plus à l'intérieur c'est le vibreur. Et en plus, il est là, il voit se rabattre sur lui. Je pense que humainement, c'est pas possible de faire ce qu'il faut pour. Alors après, ça dure longtemps, il pousse longtemps en fait. Donc t'as tendance à te dire, gros, quand tu le pousses, au bout d'un moment, quand ça fait une demi-seconde, tu le pousses, c'est de freiner pour voir, tu vois. Je pense que tu peux te dire ça, tu vois. Mais voilà, moi, ma lecture, c'est celle-ci. Peut-être qu'elle est très mauvaise. J'ai pas fait de moto depuis 2 ans. Mais ça Maxime, toi qui es un émérite pilote de championnat de France, dis-nous ton analyse. Moi, je pense qu'il y a 2 choses qui sont intéressantes dans ce que tu as dit. C'est que tu as dit, il n'y a pas forcément de faute, mais il y a une erreur. Je pense qu'il n'y a pas de faute des 2 pilotes. C'est un fait de course. Personne n'y met du sien, donc forcément les 2 finissent au tas et les 2 sont pénalisés tout seuls, tant pis pour eux. Mais il y a une erreur, c'est celle de Bagnaia en fait. Parce qu'il va tenter un dépassement compliqué à l'extérieur en sachant que c'est propre que sur la trage et que c'est compliqué d'en sortir. C'est pour ça qu'il veut se rabattre vite, je pense aussi. C'est parce que lui, il ne veut pas sortir de la trage. Et il va faire ça sur Alex Marquez. Voilà, qui lui ne joue rien à part le seul podium qu'il aura de la saison. Donc tu réfléchis pas à tout ça quand tu roules, forcément. Mais quand tu fais le bilan à la fin, celui qui a le plus à perdre, c'est lui en fait. Et à la fin, qui c'est qui perd le plus ? C'est lui. Donc je pense qu'il y a vraiment une erreur de sa part d'aller le tenter maintenant en sachant que forcément il allait le manger, il restait, 5 tours peut-être. Il était beaucoup plus vite, en sachant que sa moto a un gros avantage en ligne droite, un gros avantage en traction. Donc il s'est peut-être un peu précipité là. Après, si ça passe, c'est un génie. Hein. Si ça passe, alors si ça passe, il est incroyable le dépassement, il est très très beau. Donc c'est de toute façon, il nous a habitués à ça. Il nous habitue à des dépassements assez épiques quand même. Bien sûr, et c'est pour ça que sur sa lancée de dépassement épique, quand il fait passer Martin pour son petit frère au premier virage en Autriche, il faut aller les planter les freins d'où il vient, tu vois. Il freine beaucoup plus tard et il est en confiance avec sa moto. Et ça a été souvent comme ça d'ailleurs. Quand il a perdu le samedi, le dimanche, il est arrivé très autoritaire pour montrer qui c'était le patron et on l'a encensé pour ça. Donc pour le coup, il fait une erreur. Parti pour le Pardon, je te recoupe. Il était parti pour le refaire une nouvelle fois. Il était samedi raté. Il était parti pour peut-être pas aller chercher Martin, mais assurer un podium tranquille. Voilà, c'est ça. Sur un week-end où il est vraiment pas avantagé par sa position de départ, etc.
C'est le genre de week-end où voilà, ils arrivent dans le parc, il arrive après Martin, il se gare devant le panneau 3, il le regarde, il lui fait bah ouais, je suis là gros. Enfin, tu vois, c'est. Donc je pense que c'est une erreur au championnat pour lui. Après, il paye pas si cher que ça, il est pas non plus. Enfin, si, il paye très cher d'ailleurs, pardon. 23 points. Il paye très cher, il prend un 18-0 sur cette course-là, en sachant qu'il en perd beaucoup la veille aussi. Donc bon, ben, pour moi, il n'y a pas de fautif sur le coup, mais par contre, lui perd beaucoup. C'est ça ma conclusion. Avant de te donner la parole, Léo, sur le week-end, il prend un 29-1. Il prend moins 28 dans la gueule avant ce week-end. Donc clairement, il perd vraiment très gros. Il en prend 36 sur Marquez. Ouais, mais on s'en fout un peu là. Pour le coup, je pense qu'on s'en fout un peu. On en reparlera, mais. Vas-y, Léo, ton avis sur cet accrochage. Pour moi, c'est un fait de course et c'est plus un 50-50 que un qui a fait une erreur ou quoi que ce soit. Il y en a qui disent que Alex Marquez se loupe dans le virage. Alors oui, il se loupe, mais au final, l'excuse de Alex Marquez, il n'a pas regardé si Pecco était à côté de lui, bah, elle n'est pas valable dans le sens où quand tu regardes les images, Alex Marquez, il sort jamais de la trajectoire. C'est-à-dire qu'il est toujours sur la piste. Donc il a aucun intérêt à regarder si quelqu'un est en train de le doubler pépère. C'est des mecs qui vivent pour la course. C'est-à-dire que eux, ils veulent aller le plus vite possible. Et on peut pas aussi en vouloir à Pecco d'avoir tenté un dépassement, sachant que toute leur carrière, ils font ça, quoi. Enfin, ils sont entraînés, ils sont build pour dépasser et pour être devant quelqu'un, quoi. Donc c'est là où pour moi vas-y. Non, mais en fait, les mecs sont là pour faire la course, quoi. Faut pas oublier que, on dit oui, mais il a pas freiné. Mais en fait, il est pas là pour freiner. Il est pas là pour laisser passer. Il a quelqu'un. pas de drapeau bleu, tu vois. Non, mais c'est un truc de fou, ça. Tu veux le doubler par l'extérieur, double-le. Mais le mec, il a sa trage, il est à l'intérieur. Enfin, les gens, ils sont là, oui, mais il a qu'à freiner. Mais il est pas là pour ça. Il est pas là pour. Ils sont pas là pour se faire des câlins, pour se laisser passer. Oh, vas-y, passe. Je voudrais pas que tu touches mon aileron avant. Oh là là. C'est la course, quoi. Enfin, je sais pas. En fait, ce qu'on a reproché à Alex Marquez ce week-end, c'est de pas avoir regardé si Pecco est en train de dépasser. Ouais, mais il est encore sur la piste. De pas s'être assez penché dans les virages. Sauf que tout le monde est en train de dire que la piste elle est dégueulasse. Tu voulais quoi? Qu'il penche un peu plus, qu'il perde l'avant et qu'il fauche Pecco, ça aurait été le même résultat. Peut-être qu'il pose l'épaule au cas où, pour montrer qu'il a assez penché. Oui, ouais, peut-être mais et après il y en a qui disent ouais, il aurait dû prendre les freins. Pour moi, je suis prêt à faire des calculs s'il le faut, même s'il prend les freins à la vitesse, c'est obligé qu'il fauche Pecco quand même. Et même genre t'en parlais, Kevin, c'est humain de pas forcément avoir le réflexe dans cette situation de prendre les freins ou de faire quelque chose. Enfin, on sait pas comment il a réagi ou quoi que ce soit. Et puis même s'il est surpris, peut-être qu'il s'y attend pas, j'en sais rien, tu vois, et qu'il voit la moto de Bagnaia vraiment se rabattre sur lui, même si en termes de temps, il aurait eu le temps de les prendre, peut-être, moi je pense pas, mais partons du principe qu'il aurait le temps, l'effet de surprise peut être tel que genre il a pas le réflexe en fait, il a pas le réflexe d'aller prendre les freins, il comprend pas ce qui se passe, il voit la moto rouge qui est en train de se coucher sous lui. Enfin, le seul truc qui joue pas en sa faveur, moi je trouve, c'est que ça dure longtemps en fait, entre le premier contact et la chute, ça dure longtemps. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui se disent ouais, mais il aurait pu faire quelque chose, mais je pense que c'est pas si simple. Après, il faut pas nous prendre pour des idiots non plus. Quand son frère et compagnie ils disent non, mais il peut pas le voir, il est penché, il le voit pas, il regarde dans l'autre sens. Mec, la moto, elle doit faire 178 décibels. Bien sûr qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui arrive à sa gauche. Mais oui. Il le sait très bien. Et moi, je pense que, enfin, je suis pas à sa place, mais je pense que ce qu'il se dit, c'est tu veux te rabattre, tu vas tomber. Je lâcherai pas. Je pense aussi. En fait, je pense aussi parce que en plus, vas-y. Non, vas-y. Il y a un autre truc, c'est qu'il est pas noté. Il sait que Bagnaia est dans sa roue. Et quand tu rates la trage de 5 mètres et que tu perds une seconde dans un virage et que tu avais un mec à une seconde de toi, tu sais qu'il va tenter quelque chose en fait. Tu t'en doutes. Mais surtout que voilà, il voit se rabattre sur lui, il se dit tu veux te rabattre sur moi, tu veux me faire ça à moi, mais c'est mort, je freinerai pas gros, c'est fini pour toi. Bon ben dommage, tu finis avec lui. Mais mais c'est horrible à dire, mais il a le droit en fait. Il a le droit de dire ok mec, t'as envie de tenter ça, mais moi je vais pas t'aider en fait. Ben bien sûr. Et si ça tombe, c'est tant pis pour ta gueule. C'est la course, hein. Pour moi, c'est pas choquant de faire ça. Hein. Je le fais assez souvent. Alors, je me demande MotoGP. Je suis là, frère, t'as envie d'y aller, vas-y, hein. Mais c'est un texte qui est péril, tu vois. C'est ça. C'est lui qui se jette à l'extérieur. Donc, oui. Pour moi, voilà, rien de dramatique. Pas une immense connerie de Bagnaia non plus. Il a pas fait une Ferminale de guerre. Juste, voilà, ils en ont un peu trop fait tous les deux, peut-être. Mais je trouve, moi, je vous le dis, ça arrive 2-3 fois par an, ce genre de circonstances. C'est mes préfs. Genre, j'adore, je peux débattre de ça toute la nuit. J'aime trop. Surtout qu'il faut se rappeler que Pecco double souvent dans ces conditions-là CF Le Mans l'année dernière.
Quand il se retrouve dans Avec une Vignales. situation à la con avec Vignales, c'est exactement la même chose. C'est Ouais. pareil avec Marquez ou quoi que ce soit, quand à Portimao, quand ils se recroisent et quoi que ce soit. Enfin, c'est. Ouais, Marquez écarte, il y va à l'intérieur, mais il perd l'avant. Alors après, c'est pas forcément que lui, mais c'est juste des faits de course, les gars, ça arrive quoi. Et après, bon, c'est alimenté par VR46, Marquez, tout ça, etc. De toute façon, les Et pilotes ça, sales, c'est c'est ça, les c'est plus grands vraiment, champions. mais ça me coule dessus, c'est magnifique. Je vis pour ça. C'est magnifique. Mais tant qu'on aura ces gars-là et tant qu'ils auront ces mentalités, Oh. ce serait incroyable. Et c'est ce qui fait ce sport aussi, il faut pas l'oublier. Hein. C'est 20 chiens de la casse qui partent et qui sont prêts à tout pour. Et c'est pour ça qu'on aime. Et il n'y a rien à refaire sur cette Par action-là, contre, il n'y a rien à changer. En DM, il a dû recevoir des insultes et des menaces de mort sur ses chiens pour Ouais, avoir les fait un deux, hein. communiqué. Ouais, je pense que par contre, ouais, bon, ça de toute façon, on est habitué, mais à mon avis, il a pris une belle déferlante de haine. Et un petit mot très rapide, très très rapide pour conclure là-dessus. Donc, les débats, vous savez, c'est parti dans tous les sens. Et j'ai vu un débat tout à l'heure de Jenny, qui nous suit sur les réseaux sociaux, qui débattait avec un mec, qui lui a dit, oui, mais donc sans doute fan de Rossi. Rossi était un pilote très propre et les mecs qu'il a fait tomber dans sa vie, ça se compte sur les doigts d'une main. Ah putain. Ah, j'ai eu envie de je sais pas quoi, mais ça m'a fait mourir d'horreur. Gros, regarde les courses. Arrêtez de regarder les courses les yeux fermés, c'est pas possible. Rossi, il a déboîté des mecs, vraiment des trucs. Alors, objectivement, moins que Marquez, forcément. Voilà, ça c'est certain. Mais venez pas nous vendre que Marquez C'est c'est pas un un enfant de ange. cœur fois. Non, mais non, frère. Demande à Giberno, demande à Biaggi, demande à Toru Kawa, demande à Casey Stoner, demande à Jorge Lorenzo, demande à Marc Marquez. Vraiment, tu vois, c'est. On a peut-être pas les mêmes Suis deux. mains que lui. Hein. Ouais, Non, moi j'ai failli mais faire. enfin. Ça m'a tué de rire, tué de rire. Bref, passons. Troisième, Pedro Acosta qui renaît de ses cendres et qui nous fait un super week-end. Il passe par la Q1, et sauf qu'il se qualifie en première ligne. Et il fait troisième en sprint aussi, je crois, et troisième en course. Très rapidement, messieurs, un mot sur son week-end. On lui a mis 9 sur les notes. Moi, j'avais été un peu plus sévère que vous. J'avais mis un petit 8. Qu'est-ce qu'on pense de son week-end? Est-ce que c'est vraiment... Sachant que Binder est pas si loin. En course, il a 1 seconde et demie. Donc, qu'est-ce qu'on pense du week-end d'Acosta et de celui de Binder, si vous voulez, Maxime? Très honnête. En revenant de par là où il passe dernièrement, c'est fou. Je crois que c'est Louis Rossi qui disait que KTM l'avait un peu déchargé de certaines missions de développement, etc. Qu'il était un peu revenu aux bases, où il se concentrait sur son week-end et il allait un peu moins chercher du développement. Donc ça a l'air de le favoriser. Forcément, Binder comble un peu le gap sur la course longue. Je pense qu'Acosta manque un peu d'expérience encore sur course longue. On a vu qu'il a un peu de mal à gérer sur à peu près toutes les courses l'usure de ses pneus. Donc forcément, peut-être que ça se ressent un peu sur la course longue, mais il lui met un sacré éclat en course sprint, où il roule avec les très bons pendant un moment. Puis voilà, première ligne, double podium, le meilleur des KTM. Et puis c'est un rookie, quoi. Tout Pedro Acosta qu'il est, c'est un rookie, donc il s'en sort bien, il fait pas d'erreur sur un week-end avec des conditions difficiles. On peut pas lui demander beaucoup plus. Je suis d'accord. Léo, je t'écoute. Moi, je lui avais mis 9, mais c'était plutôt pour m'excuser d'avoir ouvert son dossier un peu prématurément. J'ai la vidéo de Fred Hermel. Pardon, Chris. Pardon. Non, mais en vrai, il a bien répondu par rapport aux critiques qu'il a pu avoir sur les 3-4 derniers week-ends. Après, bon, c'est en Espagne, donc peut-être qu'il connaît la piste par cœur aussi, mais c'est quand même un rookie, faut le rappeler. Il fait 2 podiums. Il est loin de Martin et Marquez, certes, mais il est quand même devant un paquet de beau monde. Les Aprilia, ils n'avaient pas l'air d'être trop dans le dur ce week-end. Les KTM non plus, donc il faut quand même rester devant. Il est devant les GP23, on disait tout à l'heure que c'était certainement la deuxième meilleure moto. Surtout vu comment elle explose totalement tout le monde avec Marquez, même si ça reste Marquez. Donc ouais, c'est honnête comme week-end, très honnête. Et maintenant, faut qu'il essaye de surfer sur cette dynamique, ou au moins, même s'il fait pas des podiums, rester constant, quoi. Ouais, surtout qu'en fait, on pourrait le comparer par exemple aux cadors de la catégorie, qui sont là depuis plus longtemps que lui, et qui ce week-end ont fait des erreurs. Tu vois, Martin en qualif se sort, Bagnaia fait une course sprint dramatique,
Bon, on peut dire que le départ l'aide pas, mais il fait une erreur aussi. Il y en a un paquet qui font des erreurs, et lui n'en fait pas. Et il va vite en Il n'y plus. a que Marquez et lui qui n'en ont pas fait presque. C'est quand même... Ça, c'est clair. Reste du classement, du coup, Binder 4, on en a parlé, c'est un plutôt bon week-end quand même. Bastianini 5, j'arrive pas à savoir si c'est décevant ou pas. Ouais, pour moi, oui. Sur la dynamique sur laquelle il est, il nous vend que le Red Bull Ring, ça va pas parce que ça convient pas à son style de pilotage, que ça ira mieux après, etc. Il arrive là, il est encore nulle part. Par Toujours contre, aussi attention, inconstant. Il peut être très chaud à Misano. Ouais, mais il est inconstant. Ouais, par contre, oui, mais ça, de toute façon, c'est son deuxième prénom depuis une éternité. Hein. Il a toujours été inconstant comme ça. Puis là, il fait Malheureusement. 5, mais il fait 5 parce que t'as Alex Marquez et Pecco qui tombent devant. Hein. Sinon, il est 7 bah oui. et là, la note, elle est sévère derrière. Ouais, ça, c'est sûr. Morbi 6, c'est plutôt honnête, ça, par contre, pour le coup. Je trouve que c'est plutôt pas mal ce qu'il a fait ce week-end, on l'a vu. Et il termine juste derrière Bastianini. Donc en vrai, c'est pas dégueu. Et il termine devant les autres GP23 qui sont pas Marc Marquez, c'est-à-dire Bezzecchi et Didier Antonio, qui terminent 7 et 8. Donc plutôt réussi pour moi. Ouais, Didier pénalisé. Didier, il était devant Bezzecchi, il me semble, à la régulière, mais il prend genre 16 secondes de pénalité à cause des pneus. Ouais, il finit à 13 secondes de Didier. Donc oui, il a dû prendre une pénalité. Rins 9ème. Je t'écoute, Léo. Maxime, pardon. Non, je voulais pas du tout parler de Rins, mais vas-y, non, levé la main. Yam, je suis pas certain qu'on puisse se fier à leur week-end. Pour moi, Quartaro fait une bonne sprint, il termine 9ème, il se bagarre et tout, c'est super. Mais en fait, il est là juste parce qu'il fait pas dire juste, mais parce qu'il fait un bon départ. Il prend sa place au départ et après, il est incapable. Je pense qu'il est mieux. Dans le sinueux, il est vraiment bien et tout. Pouvoir avoir le tendre en sprint, ça l'a vraiment aidé, alors que Michelin a sorti le sprint d'ailleurs, le sprint a sorti le soft pour la course du dimanche, ce qui les a un peu handicapés apparemment, mais bref, on s'en fout. Incapable de doubler, incapable. La moto est horrible encore, c'est une folie. Les valises qu'il prend en sortie de virage en ligne droite, ça l'empêche. Elle a aucune traction, elle a pas de motricité, la moto. En fait, c'est rigolo, c'est ce que disait Dovizioso il y a 3 ans, il l'a traité de con. Donc, et du coup, quand elle n'a pas de traction, ils avaient été obligés de baisser la puissance moteur. Seul truc sur lequel ils avaient fait un step. Et du coup, en fait, ils reviennent 2 ans en arrière. Moi, je suis pas forcément d'accord sur le fait que Yamaha, c'est pas un week-end référence. Parce que, alors, ils savent pas pourquoi ils ont été performants. Ça, c'est dommage et il faut travailler autour de ça. Mais par contre, je pense qu'en sprint, Pecco il le bloque et que si t'as pas Pecco qui le bloque et qui le fait chier, il a potentiellement le rythme pour accrocher Binder et Bastianini qui étaient pas en difficulté comme Pecco. Et en course longue, avant de chuter, il a pas fait un aussi bon départ, mais apparemment il avait le rythme pour suivre les mecs devant lui avec des meilleures motos quand même. Ouais, après c'est toujours compliqué de vouloir faire des résultats quand t'as pas de ligne droite, de toute façon. Tu peux pas doubler des gens en fait. T'as vu l'image quand Pecco il le dépasse dans la ligne droite et qu'il le regarde à gauche comme ça. C'est une folie. Salut mon pote. Elle est garée la moto. Hein, il tourne en rond et on en reviendra toujours à la même question de est-ce que ce mec-là est fait pour ça et on parlera peut-être plus tard de Yamaha. Fait pour ça dans le sens développer une moto. Est-ce qu'on peut faire reposer un projet sur ce mec-là? Parce que ça fait 2 ou 3 ans qu'ils font reposer le projet sur lui, qu'ils virent des gens tout autour, que tout le monde bouge sauf lui, et que la moto ne progresse pas. Et en plus, qui c'est qu'ils amènent pour l'année prochaine? Ils amènent qui? Ils amènent Dovizioso et Augusto Fernandez en pilote test. Dovizioso c'est pas mal. Dovi c'est bien. Et Dovizioso, ça fait combien de temps qu'il a pas touché une MotoGP? Je sais pas. Donc enfin. Ouais. Moi je suis inquiet. Hein. Personnellement, je suis plus inquiet que tu vois. Il y a eu des moments où j'étais plus confiant, mais là quand même l'image de ce week-end. Et puis les raisons quoi. Ils en sont toujours au même point quoi. Pour le coup, Rins lui va faire une belle course du dimanche parce qu'il va terminer P9. Donc, en tout cas, Quartaro en sprint et Rins en course du dimanche, il y a eu des résultats qui sont encourageants, même si tu l'as dit, dans les faits, dans la forme, c'est pas super. Espargaro 10ème, on va même pas parler d'Aprilia, c'était catastrophique. Elles étaient nulle part. Les motos sont censées être perfo quand il n'y a pas de grippe. Il n'y avait pas de grippe, elles étaient pas perfo. Rien compris. Mais ça, c'est la vie. Nakagami 11ème, donc on va vite fait parler de Honda par contre, parce que est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur week-end de Honda de l'année?
Bah, La clairement. bagarre avec au Qatar, c'était pas mal. Mais là, on a Zarco qui va faire la première Q2 de la saison pour Honda en se qualifiant 10ème. Il se fait faucher en Par sprint. Miller. Bon, c'est la vie. Et sa course est pas aussi bonne qu'on aurait pu attendre, même s'il va terminer 13ème. Mais en partant 10, on aurait pu s'attendre à un peu mieux. Il a un nouveau moteur, apparemment, apparemment, c'est le dernier à l'avoir. Le nouveau moteur, ça je comprends pas. C'est un des meilleurs. Enfin, il est largement meilleur que les deux pilotes HRC, mais il a pas le nouveau moteur. Bref. Ils vont terminer 11 et 13, les deux pilotes LCR. Bah, c'est encourageant, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses, Maxime? Il me semble que le nouveau moteur, il l'avait pas voulu le week-end dernier. Il y a une connerie comme ça où il avait pas voulu le mettre. D'accord. Mais par contre, il disait que ce week-end, il avait trouvé quelque chose qui, sur un tour, était super prometteur et qu'il l'attendait à passer en Q2 plus souvent. C'est pas le genre de mec qui se Tant mieux. mouille. Généralement, sur des trucs comme ça, on Ouais. n'entend pas souvent dire des trucs où il a des affirmations vraiment positives, plutôt dans l'autre sens. Donc tant mieux. Après, ça n'a pas forcément payé sur les courses, en sachant qu'apparemment, ils sont un peu trompés sur le setup du dimanche où en fait, ils auraient trop. Le tour de mise en place, en fait, les a un peu fait paniquer et ils ont enlevé un peu trop de chevaux sur le moteur. Donc il avait vraiment des problèmes pour avoir de la puissance en sortie de virage et des problèmes pour doubler. Donc il s'est un peu trompé là-dessus, mais c'est plus... enfin, en tout cas son débrief est hyper positif. C'est cool. Et ça fait plaisir de Je le l'ai voir pas en Q2. entendu, j'avoue. Ouais, ça par contre, oui. Mais je trouve que c'est très révélateur du niveau de perfo d'une moto, en fait, la qualif. Limite plus qu'une course, parce que il y a les paramètres d'usure de pneus, etc., qui rentrent en cours, enfin, qui rentrent en compte dans une course, donc c'est compliqué. Mais par contre, la vitesse sur un tour et le fait que enfin la moto arrive à accrocher une Q2, c'est hyper révélateur d'un step en avant, en tout cas. Alors, c'est à pondérer, comme tu dirais Maxime, parce que les conditions de piste, on l'a répété 1000 fois dans cet épisode, étaient complexes. Donc, c'est pas forcément une valeur de référence. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose et c'était intéressant. Au Qatar, les conditions étaient compliquées, ils sont pas allés en Q2. Donc ouais, j'ai de l'espoir. Peut-être à tort, mais comme dirait notre ami dans Avengers, don't do that, don't give me hope, comme il dit. Vas-y, Léo. J'ai quand même l'impression qu'on voit Honda comme une bonne moto ce week-end, surtout grâce au LCR. Nakagami qui est Bah oui, qui est je te très, confirme. non mais qui est très bon comment ça s'appelle, en course et même en sprint, je crois il fait pas un truc dégueulasse. Zarco qui passe en Q2, mais quand tu regardes les pilotes officiels, t'as Mir qui finit 15ème, il va prendre un point parce que t'en as deux autres qui sont pénalisés, et t'as Luca Marini qui finit à 1 minute de son coéquipier. Alors Patterson il va dire qu'il est parti des stands, et oui merci, mais il prend 1 minute par son coéquipier. Et disons qu'il a perdu 10 secondes en partant des stands, ça fait quand même 50 secondes dans les dents par ton Non. coéquipier. En fait, non. Il y a eu un débat là-dessus et Patterson, effectivement, a montré il prend 1 minute dans le premier tour. Dans le premier tour, Ouais. même en Parce qu'en prenant fait, une minute. alors en fait, il prend 1,50 par Marquez, il prend 1 minute dans le premier tour, ça veut dire qu'il prend juste 50 secondes par Marquez. Donc, ouais, juste, tu vois, tranquille, pour calme. Non mais c'est En vrai que les problème, résultats dans- sont pas arrivés non plus. Hein. Le dernier tour de Marini, il est en 57, hein. Mir, il est en 51. Ou alors il était en train de faire des wheelings devant le public, hein, je sais pas. Non mais en vrai 57, je pense que même en Moto 2 ils ont fini plus vite. Ah ouais, C'est c'est sûr. sûr. Même en Moto 3 ils ont Faut fini Même en plus Moto vite. qu'on fasse ça, Léo. Oh, attends. Faut trop qu'on regarde ça. On fera ça après l'épisode, mais faut trop qu'on regarde. Ça. Mais oui, par contre, je plus sois, tu as 100% raison. Les HRC, c'est catastrophique. Que ce soit Mir ou Marini, putain, ils viennent de voir les stats, ils sont morts de rire, les gars. Je crois que c'est pas une bonne nouvelle. Non, ça va, ils ont fini en 2-0 en Moto 3, ils sont pas si vite que ça. Mais Bref. en Moto 2 je pense qu'ils vont plus vite. C'est Ah, quasiment Arbolino, il met 5 secondes. Hein. Et Arbolino, dans son dernier tour, il roule aussi vite que Mir. Ok, on va faire une analyse de rythme parce que ça m'intéresse trop. Et pour terminer le classement de la course du dimanche, Mir termine donc 14, Miller 15, Fernandez 16 et Luca Marini 17 sont tombés Bagnaia, Marquez, Maverick Viñales, Fabio Quartararo ainsi que Miguel Oliveira. Un petit point de championnat rapidement, messieurs. Martin est donc en tête avec 23 points d'avance sur Bagnaia, 70 sur Marquez, 71 sur Bastianini et 151 sur Acosta et 154 sur Binder. 3 points d'écart entre les deux pilotes KTM, je trouve ça très cool, la bagarre entre les deux. Question très rapide, messieurs. Est-ce que c'est mort pour Marquez et Bastianini ou pas encore, Léo? En vrai, mathématiquement parlant, c'est pas fini.
Maintenant, faut qu'il score un max de points sur le double Misano. On en parlait ensemble, c'est quand même que la première fois de la saison où il reprend des points à Martin et à Pecco. Donc peut-être qu'il y a eu le déclic ce week-end à Aragon. Maintenant, à voir à Misano, si à Misano il se fait reprendre des points par Pecco, c'est terminé, quoi. Il aime bien Misano en plus. C'est ça que je dis ça, ouais. Maxime. Bastianini, pour moi, il est hors, On hors est d'accord. concours. Marquez, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de se dire, on peut jamais l'enterrer en fait. C'est très dur. C'est très dur. Mais si on se base sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est compliqué de le compter aussi. Pour moi. Après, on en reparle à la fin de l'année. Vas-y, Léo. Mais la semaine dernière, pour Spielberg, on disait justement, ou il y a 2 semaines, que Marquez, c'était fini. Même Aragon, sur un circuit qui kiffe, il pouvait pas gagner. Le gap était trop gros entre GP24 et GP23. Au final, ce week-end, il est arrivé, il a détruit tout le monde. On va pas paraphraser ce qu'on dit depuis le début. Donc potentiellement, Misano, le doublé sur un circuit qu'il apprécie. Il rescore comme un taré parce que ça lui a débloqué un truc. Et là, directement, la tendance, c'est Marc Marquez, il est champion du monde à la fin de l'année, quoi. Après, faut pas se mentir. C'est aussi une piste qui va bien à Pecco. Et c'est aussi une piste qui va bien à Martin. Oui, Donc, aussi. Mais par contre, Pour moi, le seul truc qui présage bien, c'est qu'il risque d'y avoir du spectacle. Et ça, c'est cool. ah oui. Après, Marquez, à tout moment, premier virage, il venge son frère sur Pecco, hein. Ça existe aussi, un scénario. Alex Marquez qui arrive 15ème, qui freine pas là. Oui. Ouais, alors Bastianini, ouais, c'est compliqué parce qu'il est trop inconstant. Marquez, comme t'as dit Maxime, c'est difficile de l'enterrer. Le double Misano va être à mon avis un juge de paix, vraiment. Et le problème, c'est que il y a un scénario où Bagnaia vole sur le double Misano, vraiment. Il est incroyable là-bas. J'ai le souvenir de, c'est pas sa saison rookie, mais il est chez Pramac, un truc comme ça, et il a pas gagné encore. C'est pas un no-name, mais il est juste en MotoGP. Et il démolit tout le monde avant de chuter. On sait pas trop C'est comment. 2021. Ouais, je crois que c'est 2021. Donc non, il est incroyable là-bas, Bagnaia. Donc ouais, je pense que ça va être quand même compliqué pour les autres. Martin, on sait qu'il est fort là-bas, et Marquez aussi en vrai. Mais ouais, je pense que pour que Marquez soit encore dans la course, il faut qu'il prenne des points à Martin et à Bagnaia, comme t'as dit Léo, sur les 2 courses de Misano. Et pour moi, c'est pas possible. Même s'il arrive à faire un éclat sur une, je pense pas qu'il puisse le faire sur les 2, et face aux 2 surtout. Donc j'y crois pas trop. J'espère juste que Bagnaia va combler le gap sur Martin et qu'on va partir en tournée outre-mer avec moins de 10 points d'écart entre les 2. Messieurs, on a beaucoup parlé, c'était très long mais c'était très intéressant. Mais pour cet épisode, ça va suffire. Je vous rappelle, pour nous écouter, vous le savez déjà, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, tout ce qui existe, on est dessus. Il n'y a pas de problème. Et pour nous suivre, Twitter et le Nurshi du MotoGP sur Facebook, même si j'y mets quasiment plus les pieds. Il y a des gens qui font ça très bien, qui ont pris le relais. Les gars, merci beaucoup à tous les deux. Yes, merci à tous ceux qui nous suivent aussi. Parce qu'on le dit pas, on le dit pas souvent. Non, mais moi je suis un chien de la casse, c'est vrai que je remercie pas les gens. Merci énormément à tous ceux qui nous suivent, qui nous écoutent et qui nous suivent. Alors ceux qui nous suivent mais nous écoutent pas vont pas savoir qu'on les remercie. Mais en tout cas, merci beaucoup, ça fait archi plaisir et ça me motive à continuer. De ouf. Merci à tous ceux qui interagissent avec nous sur Twitter, tout ça. Vraiment des grosses bières. Vraiment, les gens on nous rigole supportent beaucoup, pendant 1h30 au boulot peut-être ou sur la route. Ouais, Voilà. Franchement, vous êtes plus courageux que nous. C'est ça. On se donne rendez-vous du coup dans une semaine pour Misano et dans 3 semaines pour encore Misano. Ça, j'en parlerai dans un livre, mais vraiment, ça me casse les couilles. Allez, à la prochaine les enfants. Bisous. Bisous. Congratulations! Oh, incroyable! Simoncelli fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi runs him out. Rossi ran